Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Cube, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Plusieurs sujets au menu. Dans quelques instants, on va parler avec la copropriétaire du restaurant Le Bicois. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser à ces fameux pourboires. Est-ce qu'on les inclut? Est-ce qu'on devrait les inclure là, de façon générale dans les prix? Vous allez au restaurant, puis ce que vous voyez, là, le prix qui est affiché, ça comprendrait donc le prix évidemment de l'assiette, mais aussi les taxes et le pourboire. Ça fait partie de la réflexion de plusieurs restaurateurs. Eh bien, bon, c'est que c'est très, très varié là, comme opinion. Hein. Il y en a qui vont dire, ben absolument, comme ça, au moins, je sais à quoi m'attendre, j'ai pas de surprise, alors que d'autres clients vont plutôt dire, non, pas question. Là, moi, si je veux donner un certain montant, parce que je trouve que le service était bon, même exceptionnel, je veux donner plus. Dans certains cas, ben, je vais donner, comme on dit, le service minimum, mais c'est tout. Et c'est surtout, il y a des questionnements à savoir, est-ce que le fait d'inclure tout ça, ça peut avoir aussi un impact sur le service? C'est-à-dire que, bon, finalement, est-ce que des employés de restaurants, des serveuses, des serveurs vont donner le service minimum pour tout le monde? Alors, il y a toutes sortes de questionnements et bien sûr, sur la question du salaire pour les serveurs, les serveuses, ben, c'est à dire, est-ce qu'on peut avoir quand même une sorte de prévisibilité, avoir des conditions raisonnables? Alors, on va parler de tout ça dans quelques instants. On va revenir également sur cette violente fusillade qui a eu lieu dimanche. J'en parlais hier, et puis on va vraiment parler aujourd'hui parce qu'il y a des questions qui se posent après ces quelques journées, c'est-à-dire que il y a eu des échanges de coups de feu entre des policiers et un suspect qui était en fuite. Malheureusement, il y a eu des victimes collatérales parce qu'il y a une famille qui s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc, parmi cette famille-là, il y a eu un père de famille qui a été grièvement blessé par balle. Il y a eu le fils aussi qui a été blessé. Et on se pose la question, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Comment se fait-il qu'il y a eu des échanges comme ça de coups de feu? Parce qu'on le sait, il y a de la criminalité à Montréal. Bon, pas juste à Montréal, mais on a vu qu'il y avait une augmentation aussi de cette criminalité. S'il y a des situations comme ça qui se produisent à l'avenir, est-ce que nos policiers sont bien formés pour la question des tirs? Parce qu'il peut y avoir effectivement des conséquences à tout ça. Si des suspects se mettent à tirer, vous pouvez être victime de ces tirs, de ces criminels qui n'ont vraiment, là, comme on dit, sans foi ni loi, qui vont tirer comme ça et qui ne font pas attention et qui peuvent blesser, voire tuer des citoyens innocents. Et il faut aussi se questionner sur la pratique policière, à savoir est-ce qu'ils sont bien formés pour réagir dans des situations comme ça pour ne pas effectivement qu'il arrive des drames. Donc, on va en parler tout à l'heure avec notre journaliste qui couvre ce dossier-là, ainsi qu'un ancien policier là, qui vraiment va nous expliquer c'est quoi la procédure pour les policiers. Sinon, dans l'actualité aussi, là, dans le Journal de Montréal ce matin, on nous dit que la malbouffe qui règne encore à l'hôpital. Donc, vous allez là-bas, vous pensez, vous voulez vous rétablir, vous avez des problèmes de santé et ça règne encore. Là, ça n'a pas changé au fil du temps. On nous parle aussi à la une, la médaille historique du jamais vu en 112 ans en décrochant le bronze au saut à la perche. On nous parle de Alisha Newman qui a réalisé ce qu'aucun athlète canadien n'avait accompli depuis 1912 avec sa médaille de bronze historique. Et je ne sais pas si vous avez vu la compétition, mais c'était très beau à voir. On la voyait vraiment, elle avait vraiment le bonheur, le sourire aux lèvres aussi. Donc, il y avait toute une question d'attitude là-dedans qui était quand même fort intéressant. Et sinon, ça nous fait quand même penser à la question du financement des athlètes. Je trouvais ça très intéressant parce que y a un article aussi sur le site de Radio-Canada où on nous dit qu'il y a des athlètes olympiques qui décident de s'ouvrir, ou des athlètes là, qui de haut niveau en compétition, qui décident de s'ouvrir des comptes OnlyFans. Bon, initialement, les comptes OnlyFans, c'était vous mettez un petit peu de
de contenu coquin. Il y a des personnes qui vont se dénuder. Des fois, ça va même beaucoup plus loin que ça. Mais des athlètes qui disent, ben écoutez, là, moi, j'arrive pas avec les subventions qu'on a. C'est très compliqué. Donc, ils décident de s'ouvrir des comptes OnlyFans et des abonnés vont payer 10 $ par mois, 20 $ par mois. Et on apprend donc qu'il y a plusieurs athlètes comme ça qui décident d'aller sur le site de OnlyFans. Et d'ailleurs, il y a aussi l'athlète Alisha Newman, dans un article, qui disait: moi aussi, j'ai ouvert un compte OnlyFans, mais je ne mets pas de contenu osé. Là. C'est vraiment juste des photos d'athlètes. Donc, ça fait quand même ce questionnement-là sur la possibilité de financer ces entraînements. Donc, certains athlètes vont le faire. Puis, comme je dis, c'est pas nécessairement du contenu osé. Là. Des fois, ils se disent, je suis déjà à l'entraînement, mais je vais passer par des voies différentes. Je vais monétiser mon image. Alors, ils le font là-dessus. Et juste pour vous dire, pour les médailles, au Canada, quand vous avez une médaille d'or, c'est 20 000 $ que finalement le Canada va donner pour ces athlètes-là. Et je regardais, par exemple, en France, quand vous gagnez une médaille d'or vaut 80 000 €. On est à peu près 120 000 $ par médaille. Ici, c'est 20 000 $. Donc, on voit que, effectivement, vivre avec 20 000 $, c'est pas la même chose que si vous avez ce fameux prix de plus de 110 120 000 $ à peu près. Alors, voilà. Sinon, ce qui peut faire réagir aujourd'hui, il y a la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, Amira El-Gawabi, qui s'est réjouie, en fait, d'un nouvel espace qu'on dit de contemplation, mais ne soyons pas dupes, c'est un espace de prière, littéralement. Donc, on appelle ça un espace de contemplation pour les passagers et le personnel. C'est Via Rail, en fait, qui expérimente en ce moment cet espace de contemplation, nous dit-on, pour prier ou méditer dans sa gare d'Ottawa. Donc, Amira El-Gawabi, la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, qui a dit « Une victoire pour la diversité et l'inclusion ». Elle dit que cette initiative, ça intervient plus d'1 an après qu'il y ait un homme, un musulman canadien qui avait été, en fait, elle dit, réprimandé publiquement parce qu'il avait prié dans un couloir vide de cette gare-là. Et ensuite, elle dit merci à l'ancien ministre des Transports, Omar Al-Gabra, aux dirigeants de Via Rail Canada, à Transport Canada. Bon, elle remercie tout le monde, là. Elle dit pour avoir fait en sorte que maintenant, c'est possible. Et la suite, elle dit, nous espérons que des aménagements similaires seront mis en place dans d'autres terminaux de transport à travers le pays. Pourquoi? Parce que c'est le Canada et que nous en faisons tous partie. Bon, moi, évidemment que les gens prient, c'est très bien que les gens aient une vie spirituelle, une religion, très bien. Moi, je respecte tout à fait ça. Ensuite, le questionnement puis l'enjeu dans tout ça, c'est la place de la religion dans l'espace public. Est-ce que c'est vers ça qu'on a envie d'aller? Parce que, bon, initialement, au cours des dernières années, on a plutôt convenu que ça se passait soit dans l'espace privé ou dans les espaces qui sont dédiés à ça. Par exemple, vous pouvez aller prier à l'église, vous pouvez prier dans un temple, peu importe votre religion, vous pouvez aller prier dans une mosquée, dans une synagogue. Donc, il y a des lieux dédiés pour les différents cultes et c'est très bien. Je pense que ça fait partie effectivement des droits au Canada d'avoir cette liberté de religion, cette liberté de conscience et pour moi, ça, elle m'est très chère. Sauf que dans l'espace public, un peu partout, dans des gares, est-ce que la prochaine étape, on va faire ça dans des centres commerciaux? On va aménager ça dans des espaces dans la rue? Parce que, rappelez-vous aussi, il y avait eu ces histoires de prières de rue qui ont fait beaucoup réagir, puis plusieurs citoyens avec raison se disaient, bien, écoutez, là, il me semble que, est-ce que c'est la place dans la rue comme ça ou dans des espaces ou dans un parc à Huntsic aussi? Bon, c'était un événement, ça n'arrive pas à tous les jours, mais ça avait suscité quand même beaucoup d'interrogations de se dire, est-ce que c'est vraiment le lieu? Alors, quand Mme El-Gawabi demande et elle dit « Nous espérons que des aménagements similaires seront mis en place dans d'autres terminaux de transport à travers le pays. » Bien, on peut se demander effectivement si c'est vraiment la place dans des espaces publics comme ça, alors qu'il y a des églises, il y a des mosquées, il y a l'espace privé. Alors vraiment, on est dans ce questionnement-là aujourd'hui.
On parle même pas de la question de la laïcité. Là. Comme je dis, la liberté de religion, c'est un droit, mais dans l'espace public comme ça, c'est quand même quelque chose de récent aujourd'hui. Puis c'est vrai que dans plusieurs pays, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on met de l'avant? Est-ce qu'on multiplie ces espaces-là ou au contraire, on préfère que ça se fasse dans des lieux de culte prévus à cet effet? En tout cas, ça risque de faire réagir tout ça. Bienvenue à Cube.